Et la jeunesse africaine, je m'excuse du terme, mais je ne trouve pas un autre terme qui est plus approprié, fait preuve de naïveté en pensant que c'est en prenant une distance ou en décidant de ne pas s'engager que les choses vont changer pour autant, sans savoir que en démissionnant, vous laissez un vide. Et par principe, la nature a horreur du vide. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. D'où, personnellement, mon engagement en politique. Pour revenir sur ma petite histoire, il est très difficile de parler de soi, donc je ne parlerai pas trop de moi. Mais je dirais que j'ai eu l'impression que dans mon pays, dans notre pays, la Guinée, que la jeunesse a fait preuve de naïveté depuis 58 jusqu'à nos jours pour penser que les autres vont faire pour nous ce que nous devrions faire pour nous-mêmes. Mandela a dit ce que vous êtes, ce que vous faites pour moi, sans moi, est toujours contre moi. Donc, c'est votre implication à vous qui va non seulement exercer un rapport de force, qui ira dans le sens de vous imposer comme étant un des décideurs. Donc, c'est lui qui prend connaissance des enjeux en présence et qui influence les décisions dans le sens, bien entendu, de l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi le fait de ne pas y aller permettra à ceux qui sont moins qualifiés de s'y retrouver. Il y a un adage simple qui dit que si vous ne faites pas de la politique, vous serez sanctionné en étant gouverné par moins valeureux que vous. Et c'est ce que nous vivons en Guinée. C'est ce que nous vivons en Afrique en général. Parce que le reflète l'élite intellectuelle, ceux qui ont les armes qu'il faut, les qualifications qu'il faut, pour être dans la gouvernance, pour influencer et orienter les décisions dans la bonne direction, ceux-là préfèrent se replier entre quatre murs chaque matin avec un boulot bien rémunérateur et penser qu'on peut changer le monde avec la télécommande. C'est ce qui nous a valu toute cette situation. Je crois que le plus important aujourd'hui est qu'on s'oriente tous dans la réflexion qui vise à revoir le modèle et avec une vision globale, parce que la Guinée, elle seule, elle ne peut en aucun cas s'en sortir si ce n'est pas dans un schéma d'intégration réussi. Donc, je n'irai pas plus loin. Il y a assez de choses à dire, mais pour le respect que je vous dois et du timing qui a été ici adopté, je m'en vais vous remercier tout en exprimant le grand plaisir que j'ai eu ce matin en me retrouvant parmi vous. Je vous remercie. Et pour la monsieur, et je vais nommer Tahapa, gérant de jeunesse BTP. Merci. En 2 minutes, vous faites juste un récit qui nous permet de savoir que vous êtes parti d'où et vous êtes à quel niveau. Donc, je rectifie, c'est Tala Putemba. Voilà. Bon, moi, je pars d'illustration. Nous sommes dans un complexe hospitalier. Moi, je suis juste laborantin. Je ne suis pas le chirurgien, je ne suis pas le dentiste, je ne suis pas tout ce que vous savez. Même ça, je ne connais pas, je ne suis que laborantin. Et donc, vous avez quelqu'un devant vous qui a évolué dans un laboratoire, donc entre 4000 cloisonnés, en train de chercher une solution, et une seule. C'est de réussir une idée que j'ai eue. Je l'ai eue en 2002. J'ai senti que je suis dans un pays en chantier où rien n'est fait et où tout reste à faire. Donc, je ne suis ni politicien, ni journaliste, rien. Donc, je n'ai rien en culture générale. Sauf que j'ai apprécié l'initiative, j'ai apprécié la conférence et tout ce qui a été dit et fait par mes prédécesseurs. Donc, je salue tout le monde, je remercie ce qui a été fait. En 1999-2000, j'ai fini l'université. J'ai fait l'Institut Polytechnique de Conakry. Je suis sorti électromécanicien. Ça ne m'a pas plu, ce n'était pas la vie que je venais. Je me suis orienté dans l'architecture, la construction, parce que c'est de ça que mon pays a besoin et que je veux faire. Donc je suis resté là. Première chose, il fallait me marier. On ne peut pas entreprendre en étant ce qu'on appelle mesquine célibataire. Tu ne peux entreprendre d'étant marié, fonder une famille. Parce que tout ce que tu fais dans ta vie, tu as besoin de madame derrière, qui t'habille, qui te nourrit, qui te prépare à tout. Donc c'était le premier objectif, mariage 2002. Soutenance, mariage. Donc, je vous dis, moi, j'ai fait la photographie pour
préfinancer mes 3 dernières années d'études. J'ai fait un petit commerce pour pouvoir prendre ma soutenance en charge. Je n'ai pas cherché ailleurs. Parce que les étudiants en avaient besoin, photo d'identité à rentrer, des calendriers, souvenirs. Donc je l'ai fait et là je trouvais moi, en 1 semaine, 2 semaines, tout ce qu'il me faut pour 3 mois. Dans ça, j'ai trouvé 25 000 francs pour ma maman, pour mon papa. Donc ça faisait déjà des bénédictions. Autre objectif, c'était quoi? Mes parents vont mourir dans 20 ans. Donc il faut que je puisse faire quelque chose pour eux. Il fallait que je reste auprès d'eux. Donc moi, je dirige toutes les choses. Là, ce n'était pas l'aventure. C'était ce que je peux trouver ici, aider mes parents, fonder ma famille, voir mes enfants grandir, les encadrer. J'ai eu la chance de tomber sur une jeune fille qui faisait la 12e. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est médecin. Je l'ai soutenue, j'ai soutenu ses études. J'ai passé par tous les moyens pour qu'elle puisse tenir son cycle. Aujourd'hui, nous avons 4 ans. Le premier, il a 12 ans. Il fait la 7e année. Il a une jeune sœur, Habibatou. Habibatou a Ibrahim comme jeune frère, ainsi de suite. Donc ce n'est que 2 minutes. Hein. Donc, je vous dis, moi, je demande aux organisateurs de cette conférence de trouver une conférence pour moi. Parce que moi, je ne peux pas parler de ça en 2 minutes. Donc, vous savez, il peut être modeste, mais Chasseur Bien, c'est quelqu'un qui a géré près de 10 milliards. Hein. Lui que vous voyez, 10 milliards de francs guinéens, il a géré ça. Oui, rénover la mosquée de Timbo, ce n'est pas 100 francs, c'est 10 milliards et quelques. Et il a géré ça. Donc, c'est un modèle pour nous. Et puis, nous avons passé la parole aussi à un jeune modèle. Un petit frère à moi, qui a peut-être suivi les conseils, mais aujourd'hui, franchement, je suis fier de lui. Il est à la fois enseignant-chercheur à l'université de Sonfonien. Il est également directeur des ressources humaines dans une autre université, en même temps directeur d'un cabinet de consulting, que je vais nommer Thierno Mamad Siré. Bonjour tout le monde. Bien. Il a déjà dit qui je suis, honnêtement. Et dans cette noble assemblée, je crois que j'ai beaucoup de connaissances. Et il est très difficile, comme il vient de le souligner, pour un enseignant de parler pendant 2 minutes. Nous sommes de nature bavarde. Mais je vais me résumer. Comme il l'a dit, d'abord, ce terme est un terme porteur. Je me suis senti intéressé par le terme dès lors qu'on m'a fait signe, qu'on m'a dit qu'il y a une rencontre ici. Je me suis dit qu'il pleuve ou qu'il neige, je viendrai. Pourquoi? Parce qu'à chacun sa voix. J'ai embrassé depuis 2007 le métier d'enseignant par amour et par vocation. Je me suis dit que ce serait pour moi une noble contribution à l'épanouissement de mon pays. Et voilà un chemin qui va m'aider à orienter d'autres œuvres. Donc depuis 2006, je suis enseignant de cette université. J'ai également évolué dans d'autres universités privées. Et pas mal de formations qui m'ont conduit au poste de directeur des ressources humaines de l'université de Ngo Conakry. Bien. Mais depuis 2 ou 3 ans, je me suis senti dans la monotonie également. Parce que je suis une personne qui n'aime pas du tout la routine. Dès que je me sens dans la routine, j'essaie de trouver autre chose. Donc même quand je dors, mon cerveau travaille. Ce qui a fait que, partant d'un constat très alarmant, je dirais alarmant, que la plupart de nos jeunes et la majorité de ceux qui se lancent dans la clandestinité, dans le voyage incertain, pour la plupart sont des jeunes qui sont diplômés. Et c'est très grave. Je me suis dit que quelque part, ils ont un manque de repères. Lorsque je parle avec les jeunes, ils me disent « Ah, monsieur, moi je n'ai encore rien trouvé. » Je dis « Mais
tu attends qui, le bon samaritain, essaye de trouver quelque chose. Donc, pour respecter les 2 minutes, en dehors de tout ça, il y a 2 ans de l'ancien cabinet qui a pour objectif de rendre les jeunes autonomes et surtout indépendants, de croire en eux. Parmi ces programmes, il y a un programme phare qu'on appelle Jeunes Leaders Indépendants, qui a pour vocation de coacher et d'accompagner au moins 100 jeunes dans leur projet. Donc notre cabinet évolue dans le domaine des études, de la gestion des projets, du marketing humain. Je dis bien du marketing humain, parce qu'il faut valoriser nos ressources humaines, et faire croire en eux. Donc, pour terminer, partant de mes propres expériences, je crois que c'est possible de réussir, ici ou ailleurs. Pour moi, cette clandestinité, l'immigration clandestine est une résultante du manque de levier, c'est-à-dire de prise en charge interne. Il faudrait d'abord que nous fassions une introspection, que chacun dise voilà ce que je peux faire. Chacun a choisi sa voie. D'autres sont dans la politique, d'autres dans la sécurité, il y en a d'autres dans la médecine, etc., etc. Vivez vos rêves, réalisez les chez nous, c'est plus bénéfique pour nous. Je vous remercie. Je ne sais pas si la routine est d'accord. Non, c'est pas grave, merci. Et mesdames et messieurs, chers membres du Forum de la jeunesse panafricaine, chers publics. Moi, je suis Jamil Sekouyaya, je suis juriste consultant en droit de l'homme. Il y a plein d'exemples avec lesquels j'ai travaillé. Je suis militant des droits de l'homme, je suis le responsable du Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme. Je suis également enseignant-chercheur en droit et sciences politiques. Donc, dans mes recherches, parce que je me suis dit qu'il ne sert à rien de venir en classe, rencontrer les étudiants, développer des théories de foi qui n'ont rien à voir avec le quotidien, je me suis dit qu'il serait important des fois de se focaliser sur un certain nombre de thématiques. Donc, ça m'a conduit à d'abord écrire 2 ouvrages. Le premier ouvrage, il est intitulé Malédiction ou Méchanceté. Cet ouvrage parle, si vous voulez, de l'engagement politique. Et M. Ball le disait tout de suite, aujourd'hui je me réjouis parce que dans cet ouvrage, j'ai développé un certain nombre si vous voulez, de théories qui doivent conduire la jeunesse à prendre les choses en main et se dire ce n'est pas parce que je ne suis pas au pouvoir que je ne peux pas changer la vie d'une nation. Je ne rentrerai pas dans le résumé de ce mois. Ils vont bientôt paraître à Paris, à Public Book. Et le second ouvrage, il s'appelle Le mythe de l'Occident. J'aurais dit l'obsession de l'Occident, mais je me suis focalisé juste sur le mythe de l'Occident. Cet ouvrage, je l'ai écrit pour plusieurs raisons. Peut-être la première raison, c'est que j'ai vécu avec un ami qui m'a soutenu, sincèrement, qui fut un brillant étudiant à l'université Kofi Annan. Il est de l'ethnie Kakanké. Vous connaissez un peu les Kakanké, ils ont une appréhension pour l'Europe. Il est très bien, je vous assure, il a été parmi les majeurs de sa promotion. Nous avons partagé le lit pendant 4 ans. Mais sa seule obsession était d'aller en Europe. Et il est allé en Europe, aujourd'hui nous échangeons sur tout ça là. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un roman pour un peu expliquer à la jeunesse africaine que certes, l'Europe c'est un moyen de ressources, mais ce n'est pas une fin en soi. Qu'il faut plutôt développer des aptitudes donc entrepreneuriales, un leadership pour pouvoir donc non seulement bâtir son avenir personnel, c'est de cela qu'il s'agit, mais également contribuer au développement de l'Afrique et particulièrement de la Guinée. Donc j'ai essayé, vous avez vu tout de suite un film qu'on appelle La Pirogue, qu'un Sénégalais a réalisé et qui a obtenu des prix au niveau du Festival de Cannes. J'ai écrit un roman, je ne rentrerai pas dans le détail, qui est allé au-delà de ce film-là. Et ce roman, je l'ai donné la dimension internationale. Parce que je vous donnerai juste une brèche. Quand les Africains quittent ici, ils vont en Europe, s'ils passent par exemple par Lampedusa ou Ceuta ou Melilla pour aller en Espagne ou venir en Italie, ce que vous ne savez pas, et c'est ça la réalité, c'est qu'ils vont dans les champs. C'est comme on vous dit, allez-y à Zéro-Kouré ou à Boko, à Kundara, vous allez dans les champs, très loin, à des milliers de kilomètres. C'est là-bas vous allez vivre dans des petites cabanes. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la télé-réalité, c'est une réalité. Donc, par exemple, dans les Pouilles en Italie, vous vivez dans des cabanes avec un seul matelas. Et vous accrochez vos habits sur
travaillé pour remplir des caissons de tomates, de pommes pour 3,50 €. Des caissons de 300 kg, je dis bien. Ça veut dire que quelle que soit la force que vous avez, vous ne pouvez pas remplir plus de 3 ou 4 caissons par jour. Vous vivez cette vie, c'est décrit dans le roman, et j'ai également décrit la frustration des Africains, le racisme. Parce que c'est une réalité. En Espagne, par exemple, j'ai également publié des sondages. Sur les 10 Espagnols, 9 ne veulent pas de Noirs en Espagne. Également, le commandant Barry a parlé des conditions de vie des Africains. Je vous parlerai du Bara. Bara, c'est la montrer à Paris. C'est plus que correct. Donc, j'ai essayé de faire ressortir un certain nombre d'éléments. De toutes les façons, le roman va apparaître et ça fera l'objet des conférences. Et j'ai essayé tant soit peu de ressortir cette réalité. Et le personnage principal, c'est comme monsieur qui va partir malgré tout, qui va vivre l'hiver à Londres, ok, et qui va se voir peut-être un de ses amis qui est clochard, qui a vécu 30 ans en Europe, qui n'a rien reçu. On peut vivre en Europe sans reçu. Qui va revenir à l'université Kofi Annan, qui va finir ses études, qui va bâtir son entreprise comme tous ces jeunes leaders et entrepreneurs, qui sera un professeur à l'université, qui va écrire des ouvrages et qui sera un docteur en finance internationale et qui va faire des conférences à travers le monde sur la question de l'immigration. J'espère que Dieu va nous donner la chance de voir l'apparition de ce livre. On en discutera. Je vous remercie. Ok, nous remercions M. Saïkouaya. Comme vous le comprenez, il est enseignant-chercheur, il est encore écrivain, mais c'est un témoignage des choses qu'il a même vécues en Europe, qu'il est en train de nous dire. Donc nous allons aussi passer la parole à un jeune entrepreneur également, qui a réussi sur le terrain, dans la pratique. Je vais nommer Mamad Salim Dramé. Il est là. C'est un jeune entrepreneur, mais qui gère des millions. Je suis le PDG de l'entreprise Missa Dramé Fleur. Je suis étudiant sortant de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Je suis architecte designer. L'idée de l'entrepreneuriat m'est venue quand j'étais allé au collège. Je faisais le métier de jardinage. Une fois que je suis arrivé au niveau de la terminale, j'ai été orienté pour la première fois à l'université de Somponia. Mais une fois ici, voyant en ce moment que, comment on appelle ça, le nombre d'étudiants était très élevé, donc j'ai jugé nécessaire de, comment on appelle ça, de continuer avec mon métier de jardinage parce que je voulais faire une école d'horticulture. Comme il n'y en avait pas en Guinée, donc j'étais un bon dessinateur depuis au collège, les gens m'appréciaient dans le dessin et ça coïncidait avec la création de l'Institut supérieur des arts de Guinée. Donc je me suis dit rester à l'université de Somponia et faire des cours de droit ou autre, ce n'est pas mon domaine. Donc je suis plutôt artiste que sociologue. Donc j'ai fait une permutation avec une étudiante de l'ISAC. Lui il est venu à Somponia et moi je suis parti à Dubreka. Une fois à Dubreka, comme je faisais le métier de jardinage, je me suis dit que étant un bon dessinateur, et le jardin aussi, pour faire le jardin, il faut au moins connaître, comment on appelle ça, le dessin. Donc, par après, j'ai demandé mon chef de département, j'ai dit, monsieur, comme je ne connais pas exactement ce qui se passe à l'Institut ici, je veux faire vraiment quelque chose qui va avec mon métier de jardinage. Je suis beaucoup passionné par la nature. Donc, il m'a dit, il y a, comment on appelle ça, il y a cette option qu'on appelle là-bas le design et architecture. Donc, après, j'ai dit, ok, ça peut aller avec mon métier. Il m'a dit oui. Il dit, ok, je vais faire ça. Donc, une fois à l'ISAC, j'ai fait le métier de choses, de décoration que vous voyez ici. Vous voyez les aménagements que je fais, c'est-à-dire les plans d'aménagement, les aménagements et la décoration. Ok, il y a d'autres photos. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup d'endroits. C'est moi qui ai aménagé, par exemple, le consul de l'ambassade du Maroc. En fait, je travaille à la résidence de l'ambassade de France et je travaille pas mal dans beaucoup d'endroits. Vous allez m'excuser, certainement, je ne suis pas très bien en communication. Je suis plutôt praticien sur le terrain que... C'est ça, en fait. Merci. Ça, c'est le retour des clandestins. Bonjour à toutes et à tous. Excellence
chers invités, Madame la représentante de l'OIM, chers étudiants, permettez-moi de m'exprimer devant vous. En fait, je suis diplômé de cette même université qui est l'une des plus grandes universités de la République de Guinée. J'ai fini mes études en 2012. Bon, en 2012, j'ai resté une année sans travail. J'ai décidé, comme le temps est un peu court, j'ai décidé de partir en aventure. Comme ça, j'ai contacté MBC, on a monté un projet de voyage. Je suis allé au Maroc. J'ai resté 5 mois au Maroc en train de tenter de passer. J'ai tenté une fois d'aller à Ceuta, ça n'a pas marché. Et je suis revenu vers Nador encore, j'ai tenté de passer par Melilla. Tout ça là, ça n'a pas marché. J'ai décidé de revenir, j'ai contacté OIM Maroc et j'ai suivi tout le programme et j'ai obtenu un papier qui m'a permis de revenir en Guinée et actuellement je bénéficie du programme de OIM Guinée qui m'a fourni un petit fonds avec lequel j'ai monté une petite entreprise. Actuellement je suis un distributeur agréé d'Orange Money Guinée et je cumule avec d'autres petites activités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je ne souhaite même pas atteindre 2 minutes parce que si on parle d'argent, je ne vais pas parler. Je ne suis pas à Madouri, je suis né en Guinée, grandi ici, j'ai fini mes études ici. J'ai même étudié à l'Université Générale Lansana Conté ici, j'ai pas plus 4 en finance. J'ai décidé d'entreprendre. Mais je fais partie des jeunes entrepreneurs qui évitent ce thème. Parce que je me demande, qu'est-ce que vous voulez entendre? Si on vous dit de ne pas partir, vous êtes là, vous faites quoi alors? Hein? Barrer la route à Bambeto, ou bien taper les mains à Alpha Condé, ou dire qu'Ali Ouba il parle bien, je vais dans son parti, après 500 000, 200 000, vous faites quoi? En réalité. Donc, après l'université, j'ai monté mon entreprise. Donc, Intel Group négocie aujourd'hui à 3 départements. Je viens de commencer l'immobilier, je suis dans l'alimentation et je suis dans la téléphonie également. La téléphonie Ariba, Orange, Intercell et tout. J'ai réussi aujourd'hui à manger au moins 3 fois par jour. Je ne suis pas encore parti en Europe. C'est ça qui est la vérité. Alors, je parie encore que les 90% qui sont dans cette salle ne sont pas nés en Conakry. C'est pourquoi ils sont là. Parce que ceux qui sont nés en Conakry souvent pensent qu'ils sont plus civilisés, plus modernes, plus informés. Ils pensent que ceux qui quittent de l'autre côté sont des balards. C'est pourquoi, même au niveau de la loge officielle, c'est la réalité. C'est pas nous seulement, même ceux qui sont nés en plein New York, sont un peu timides par rapport au business, par rapport aux affaires, parce qu'ils croient qu'ils sont dans la capitale. C'est ce qui vient de l'intérieur qui gagne. C'est l'esprit. Parce qu'on ne peut décider d'avoir le succès que le jour où on n'a pas d'excuses. Ta mère est malade, tu n'as pas d'excuses pour la donner le médicament et tu n'as personne. Le jour-là, tu décides de travailler. Donc, mon cas particulier, j'ai décidé également de m'impliquer, comme dit Aliou, il faut que les jeunes s'impliquent. Je suis impliqué aussi quelque part. Ce n'est pas la raison de mon invitation et je vote pour son idée. Il peut compter sur moi là-bas aussi. Bien sûr qu'on est un peu, des fois, on se bouscule quelque part, mais on a un facteur commun, on est jeune. Alors je finis par ceci. Les 90% des jeunes Guinéens qui veulent entreprendre, veulent ouvrir un télécentre. Mais pourquoi les 95% échouent? Si vous ouvrez un télécentre, vous avez l'intérêt de Ariba, c'est 5 000, Orange, c'est 7 000, Celcom, c'est 8 000 francs. Ça veut dire si tu achètes à 88 000, tu le vends à 95 500. Ceux qui font un télécentre, ils le savent.
Mais si tu as un barada à côté et tu achètes 10 000 francs pour le thé pour tes amis, tu sais que tu as perdu déjà 200 000 d'intérêt de la riba. D'accord? Et tu vas continuer à travailler en 1 ou 2 semaines, en 1 mois, on voit que ton télécentre est fermé. Tu as beaucoup de fournisseurs qui te mettent la pression, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'intérêt, tu recours à tes frères, ils te donnent l'argent. Il faut que vous sachiez que si vous ne voulez pas partir à l'étranger, tout ce que vous devez entreprendre, il faut comprendre ce que vous voulez entreprendre et savoir gagner de l'argent. C'est ça. Si on n'a pas d'argent, on va aller. Ça n'a pas de source. Donc, je voudrais me limiter là. C'est un thème qui est important. Je suis disponible pour l'ONG, je les remercie. Et sachez que il y a le bonheur partout. Mais en Guinée encore, le marché est vierge. Tu peux faire une année sans qu'on te réclame ta pièce d'identité. Donc ici, on veut travailler. Merci. Au quotidien de mon travail, actuellement, j'ai un souci. Comme Madi l'a dit, nous intervenons dans le cadre du programme d'aide au retour. Et vraiment, depuis 2 ans, 3 ans, nous avons reçu environ, surtout depuis l'année passée déjà, du Maroc en 2015, dans le cadre du programme d'aide au retour, nous avons reçu 420 jeunes. Et ça, c'est le retour volontaire. Je ne vous dis pas tous ceux qui peuvent venir ou, par la voie irrégulière ou tous ceux qui viennent dans le cadre du retour forcé. Mais vraiment, on a un problème. Et j'ai eu l'idée de parler maintenant parce qu'il a dit qu'il y a la possibilité d'avoir de l'argent. Moi, j'ai un problème parce que tous les jeunes qui viennent du Maroc, ils ont environ 4,5 millions. On sait que 4,5 millions, c'est petit. Mais est-ce que je demande ici, avec 4,5 millions, on peut quand même entreprendre une petite activité? Et la plupart des jeunes, sur 50 jeunes qui viennent, vous leur demandez ce qu'ils veulent mettre en place comme activité. Eux tous, c'est mototaxi, c'est les télécentres. Moi, je dis souvent, je dis aujourd'hui, avec le développement des moyens de communication, la performance des téléphones, vraiment, les télécentres, on peut s'en passer. Et je voudrais vraiment que, avant la sortie de cette salle, ou après, maintenir le contact avec mon frère pour qu'il essaie de nous donner des idées, vraiment de nouvelles idées pour aider nos frères vraiment qui reviennent afin qu'ils puissent investir leur petit montant dans une activité qui peut vraiment davantage leur apporter des bénéfices. Je vous remercie. Bonjour. Permettez-moi, je voudrais relater une petite histoire que j'ai vécue. En 2012, lorsque j'ai fini mes études, j'avais beaucoup d'amis à l'extérieur qui me demandaient de partir. Mon papa était un grand sacerdoce, il ne pouvait pas m'aider à prendre la décision. Donc je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, il faut que j'essaie de trouver une solution pour prendre la décision. Est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut partir? Donc je vais quitter le pays pour 3 mois, voir ce que je vais trouver ailleurs, après je reviens. Ensuite j'allais en Côte d'Ivoire. Arrivé le premier mois, j'ai partagé le temps en 3 parties, c'est-à-dire 3 mois. Le premier mois, j'ai pris des élèves qui faisaient la 10e année, je les fais réviser. C'était pour moi une manière de regarder, est-ce que les élèves ivoiriens sont beaucoup mieux que les élèves guinéens? Après, j'ai trouvé, non, ils ne sont pas beaucoup mieux, mais ils sont mieux équipés. Parce que quand tu te réveilles 23h du matin, tu as le courant, tu peux réviser. Tu as de l'eau, tu peux te laver, et quand tu as besoin de manger, tu peux trouver à manger. Et en Guinée, quand tu te réveilles, tu n'as pas de courant, il faut la poser. Si tu avais oublié d'acheter, tu ne peux pas réviser. Si tu veux te laver, tu n'as pas de l'eau. Donc, un peu, j'ai trouvé à ce niveau ce qu'ils ont supérieur à nous. Maintenant, je suis allé au marché le 2e mois. Je restais avec un ami dans une boutique. Bon, j'ai constaté quelque chose. Par exemple, les Guinéens, quand tu es un commerçant, tu trouves de marchandises, au lieu de venir
acheter et venir informer ton ami, tu viens, tu le casses. Tu ne le montres pas où ça se trouve. Par contre, c'est les Hausa. Quand il voit quelque chose de bien, il vient, il informe ses amis. Ils viennent ensemble, ils achètent. Moi, j'ai quitté là-bas, je suis allé dans le riz, j'ai acheté des boutiques, je vendais. Bon, j'ai constaté quelque chose, j'étais arrêté, il y avait un policier qui est venu derrière moi me frapper. Bon, je me suis dit, mais pourquoi on frappe les Guinéens? J'ai essayé de trouver un vieux, El Azalpa, c'est l'imam de la grande mosquée de Adjamé. J'ai dit, mais pourquoi on frappe seulement les Guinéens, on ne frappe pas les autres? On a dit, c'est les Hausa, on l'avait frappé une fois, ils n'ont pas accepté, ils se sont partis, à la fin, leur gouvernement a intervenu, et depuis on ne frappe pas les Hausa, c'est seulement les Guinéens qu'on frappe. Maintenant, après tout, j'ai décidé d'organiser une conférence. À la préparation de cette conférence, j'ai essayé d'appeler les jeunes. D'abord, ce que j'avais constaté, ceux qui étaient dans le riz en train de vendre des body, c'était des diplômés guinéens. C'était des jeunes qui étaient diplômés. Et j'ai rencontré un jeune, je lui ai dit, mais pourquoi tu es là? Chaque fois, lorsqu'il partait pour manger, il m'appelait, il dit, Monsieur Badi, on va manger. J'ai dit, mais pourquoi toi tu es venu? Il a dit, en Guinée, j'avais une boutique remplie. Mais j'ai vendu, je me suis dit, je vais partir en voiture. Maintenant, arrivé ici, j'ai acheté des body. Mon argent est fini. Je ne peux pas retourner parce que déjà j'avais vendu la boutique. Maintenant, lorsque j'ai organisé la conférence, au cours de la préparation, le 30 décembre 2012 à 19h, on était en réunion. Il y a un jeune qui est venu vers moi. Il m'a dit, Gab, il y a la yatina indi lady, comme une Bon, je n'ai pas regardé, je continue. Le 31 décembre 2012 à 19h, on était dans la même réunion en train de préparer la conférence. La même personne est venue vers moi, il a dit, Grand, à la yatina indi lady, comme une une deuxième fois, ça que Dieu nous